Bonsoir mesdames et messieurs, rassurez-vous, je ne serai pas long. Je voudrais simplement vous souhaiter la bienvenue, remercier Maurice Zaffran d'avoir bien voulu accepter d'animer cette rencontre. Et puis je voudrais exprimer mes remerciements à Claude Lanzmann, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a un lien particulier, je crois, si je peux me permettre, Claude, entre le mémorial et Claude Lanzmann. Lorsque le mémorial a été rénové en 2004-2005, Claude Lanzmann a soutenu le projet. Il a bien voulu accepter de créer un film pour notre exposition permanente. Et je crois pouvoir dire qu'on est à peu près la seule institution à diffuser de manière permanente un extrait du film Shoah, commenté par Claude Lanzmann lui-même. Et vous le savez également, parce que c'est un discours qui a été publié dans la revue Les Temps modernes, Claude Lanzmann avait fait un formidable discours inaugural lors de l'inauguration du mur des noms qui est installé dans l'entrée du mémorial. Notre relation, je crois, est une relation d'amitié et d'estime. Au mémorial, plus que quiconque, nous sommes conscients de l'importance de l'œuvre réalisée par Claude Lanzmann. Nous l'utilisons de manière aussi quotidienne et nous lui avons d'ailleurs exprimé notre reconnaissance en lui consacrant un cycle en forme d'hommage l'année dernière. La Shoah et Israël ont été les deux principaux sujets d'inspiration et de préoccupation, voire d'obsession, diront certains, de Claude Lanzmann, mais le lièvre de Patagonie nous en révèle plein d'autres. Et je suis particulièrement heureux, Claude, de t'accueillir à nouveau dans cette maison. Toi, l'homme, le résistant d'hier et d'aujourd'hui, l'intellectuel, qui a mené un combat pour la liberté et la vérité, un homme devenu une autorité morale et une conscience rare de notre temps. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, plus grand-chose à rajouter après ces quelques mots d'accueil de Jacques Fredge. Bien évidemment, en votre nom, je suis honoré de recevoir Claude Lanzmann en ce lieu si particulier, ce lieu chargé de sens et d'émotion pour chacun d'entre nous, le mémorial de la Shoah. Alors bien sûr, nous sommes là, cela va de soi, pour entendre et interroger Claude Lanzmann sur son livre « Le lièvre de Patagonie ». Nous reviendrons bien sûr sur ce titre mystérieux, mais mystérieux simplement en apparence. Nous reviendrons surtout sur ces 600 pages enivrantes, 600 pages drôles, 600 pages qui permettent, une fois le livre refermé, de mieux appréhender le monde. Et ne serait-ce pas ça, cette aide à une meilleure compréhension du monde, la définition même de la littérature dans ce qu'elle peut avoir de plus important. Il se trouve que, c'est sans doute pour ça qu'on m'a demandé de venir, j'ai lu Le lièvre de Patagonie, il se trouve que j'ai écrit un long article consacré au lièvre de Patagonie, et pour une fois, j'ai envie d'être simple et directif envers tous ceux qui sont dans cet auditorium, ceux qui n'auraient pas encore lu le chef-d'œuvre de Claude Lanzmann. Car, vous devez le savoir, c'est bien d'un chef-d'œuvre dont il s'agit. Et pour une fois, ce n'est pas un usage excessif de ce mot. Il faut se plonger dans le lièvre de Patagonie, ligne après ligne, page après page, chapitre après chapitre. Pourquoi c'est impératif ? Pour une raison qui est évidente. On en sort plus au clair avec soi-même, avec notre histoire collective et individuelle, avec le judaïsme, avec Israël, avec notre rapport à la France, avec l'espoir d'une société enfin meilleure pour des hommes en général et des juifs en particulier. Ne vous égarez pas, vous ne lirez pas ou pas seulement des mémoires, vous ne lirez pas ou pas seulement l'itinéraire d'un intellectuel qui, plongé au cœur de la gauche depuis 60 ans, n'est jamais tombé dans les errements du stalinisme. Vous ne lirez pas ou pas seulement un vrai livre d'amour. Vous ne lirez pas ou pas seulement un formidable livre d'aventure. Vous ne lirez pas ou pas seulement l'œuvre magistrale d'un écrivain et d'un cinéaste qui, de Pourquoi Israël au lièvre de Patagonie, en passant par l'inévitable Shoah, a éclairé le destin des Juifs. Vous lirez cela et bien d'autres choses encore.
Vous m'autoriserez certainement à sortir un instant de ma stricte fonction d'animateur pour dire quelques mots à la fois plus intimes et plus généraux sur la place, le rôle et l'influence de Claude dans nos vies. Nos vies de citoyens français, nos vies de juifs et nos vies, pour certains d'entre nous, d'enfants de survivants. Claude préférerait que je dise d'enfants de revenants, mais nous aurons l'occasion de revenir aussi sur ce point. Comment faire avec tout cela? Comment articuler entre notre vie ici, français, absolument français, si étrangement français, et le lien avec Israël? Comment ne pas être en permanence atteint par cette interrogation qui n'a cessé de nous travailler? Pourquoi et comment sont-ils revenus, eux, nos parents, alors que les autres sont restés dans les chambres à gaz? Qu'ont-ils à nous dire, les nôtres, ceux qui ont été exterminés? Comment les sortir du silence de la mort, puisque les survivants ne nous disent rien ou nous disent si peu? Et c'est pour cette raison que le film de Claude est dans notre existence un événement absolument majeur. Le lièvre de Patagonie, à sa manière, d'une autre manière, est également cet événement majeur. Claude, en fait, dès 1972, nous a apporté un début de réponse à nos interrogations avec son premier film. Il nous a ainsi donné de l'oxygène, non pas seulement pour respirer, mais avant tout pour être plus intelligent. Avec cette idée majeure qui, même si vous n'en êtes pas tous conscients, a joué un rôle considérable dans notre vie, Israël, c'est peut-être avant tout la réappropriation de la violence par le peuple juif. C'est pour cela, et même Claude à l'époque n'en est pas conscient, que le film Shoah était en quelque sorte inscrit dans son film Pourquoi Israël? Une précision que je vous dois. Je ne suis pas un ardent partisan de la familiarité et certainement pas dans un lieu public. Mais pour une fois, je tutoierai celui que j'interroge, car depuis 2 décennies déjà, Claude est un ami proche, un ami cher. Inutile donc, devant vous, de simuler. Alors, mon cher Claude, j'ai établi un questionnaire à peu près complet, à peu près serré, car interroger Claude Lanzmann, vous devez le savoir, ce n'est pas un cadeau. Car voilà ce que j'ai pu lire dans Le Lièvre, et je le cite pour la première fois. « J'apprendrai plus tard, écrit-il, qu'il faut déjà posséder un grand savoir pour être capable d'interroger. J'espère être à la hauteur de cette remarque. Ensemble, nous allons parler du lièvre de Patagonie, rien que du lièvre de Patagonie, et ce lièvre le mérite bien. Claude, quand on achète le livre, ce fut mon cas, pour l'offrir, et je vous invite tous à faire de même, on trouve une bande rouge qui enserre le livre et on lit « Ce sont les mémoires de Claude Lanzmann ». Mais après avoir lu très attentivement, et c'est mon cas, on peut penser qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ce ne sont pas des mémoires, ou plus précisément, ce livre est bien plus, bien mieux que des simples mémoires, parce que si j'ai bien lu et surtout bien compris, tu nous parles d'hier pour mieux comprendre aujourd'hui. Est-ce que je t'ai bien lu ? Écoute, Maurice, tu m'as très bien lu, tu m'as tellement bien lu que je souhaiterais que tu continues et que, je sais pas, c'est très bien pour moi. J'aimerais avoir le sort de Nelson Mandela. On parle autour de lui, sur lui. Oui, mais ce soir, tu vas parler de toi. Oui. Donc, est-ce que ce sont des mémoires ou est-ce que c'est plus que des mémoires? Et qu'est-ce que tu as voulu faire dans ce livre? Ce n'est pas moi qui suis le responsable du mot mémoire oui. sur la couverture du livre. Bon, moi, je vais donner un titre et je voulais qu'on ne sache pas s'il s'agissait de mémoire ou d'autre chose, un objet non identifié, le lièvre de Patagonie. On m'a dit chez l'éditeur, un éditeur que... Grand éditeur, Gallimard. Grand éditeur que je respecte et que j'aime de plus en plus,
Et c'est un lecteur de chez Gallimard, que j'aime également beaucoup, qui m'a dit il faut ajouter le mot mémoire en sous-titre. Et comme il avait l'air d'aimer tellement mon livre, je n'ai pas protesté et je me suis laissé faire. Parce que, bon, ce sont aussi des mémoires, et envoyer le lecteur dans une terra incognita, une terre inconnue complète, je me disais, il a peut-être raison, il faut aider ceux qui vont s'aventurer dans ce livre. Et moi, j'ai des relations compliquées avec la mémoire et avec le mot mémoire, d'ailleurs, et avec des tas d'expressions qui ont été liées depuis des années au mot mémoire, devoir de mémoire, enfin, etc. Ça ne me passionne pas. Et je crois que ce qui est très singulier dans ce livre, c'est la présence vivante de tous les moments pas de la vie, de mes vies, parce que j'ai vraiment eu plusieurs vies, de toutes les vies que je raconte. Par exemple, la lutte contre la chronologie, c'est très important. Et quand on me demande pourquoi, alors je réponds, la mémoire n'est pas chronologique, et ma mémoire encore moins que toutes les autres. Et on avait déjà cela dans Shoah, me semble-t-il. Le film Shoah était ourdi, entièrement tissé, entièrement de présent. Et je crois que on peut prendre ce livre comme une suite de Shoah, parce que le passé se donne comme une sorte de présent pur. Et donc il y a une parentèle profonde entre une œuvre cinématographique comme Shoah et cette œuvre écrite qui s'appelle Le Lièvre de Patagonie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, alors précisément, le Lièvre de Patagonie, on se rend compte à la lecture du livre que ce lièvre est un personnage important dans ta vie, que tu le croises à plusieurs reprises. Et je me souviens très bien, quelques semaines avant la sortie du livre, j'ai osé te poser la question quel est le titre de ton livre, et tu m'as dit je ne te le dirai pas, mais tu seras très surpris. Alors justement, quelle est la place de ce lièvre dans cette histoire ? Bon, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Le monde... Non, d'abord, je prends les choses autrement. D'abord, j'aime les lièvres. Non pas les manger, mais les voir courir. Je trouve que ce sont des animaux nobles, véloces et fiers. Donc j'ai une amitié fondamentale pour les lièvres. Et tu te réincarnerais volontiers dans un lièvre, dis-tu ? Ah oui, c'est absolument. C'est la seule transcendance à laquelle je crois. Que les croyants ici me pardonnent, mais d'ailleurs, je peux vous réciter, parce que je le connais par cœur, et c'est quand même intéressant pour comprendre ça, enfin, l'exergue de ce livre. L'exergue du livre, c'est tiré d'un très beau et assez long poème en prose d'une femme écrivain argentine, Silvana Ocampo,
qui a écrit un très beau texte de prose qui s'adresse à un enfant et qui s'appelle Le lièvre doré. Alors, pour que vous compreniez d'abord mon amour pour les lièvres, je m'autorise à vous citer l'exergue. J'espère m'en souvenir. Au cœur de l'après-midi, le soleil l'illuminait tel un holocauste sur les gravures de l'histoire sacrée. Tous les lièvres ne se ressemblent pas. Jacinto, c'est l'enfant à qui elle parle. Jacinto. Tous les lièvres ne se ressemblent pas à Jacinto. Et ce n'était pas son pelage, crois-moi, qui le distinguait des autres lièvres, pas plus que ses yeux de tartare ou la forme capricieuse de ses oreilles. C'était quelque chose qui allait bien au-delà de ce que nous, les hommes, nous appelons personnalité. Les innombrables transmigrations de son âme lui avaient appris à se rendre invisible ou visible dans les moments propices à la complicité avec Dieu ou quelques anges audacieux. Pendant 5 minutes à midi, il faisait toujours une halte au même endroit dans la campagne. Les oreilles dressées, il écoutait quelque chose. Le bruit assourdissant d'une cataracte qui fait fuir les oiseaux, ou le crépitement d'un bois en feu qui effraie les animaux les plus téméraires, n'aurait pas dilaté autant ses yeux. La rumeur fantasque du monde qu'il gardait en mémoire, peuplé d'animaux préhistoriques, de temples semblables à des arbres secs, de guerres vaines et inopportunes, le rendait plus capricieux et plus sagace. Un jour, il s'arrêta comme à l'accoutumée, à l'heure où le soleil, donnant à pic, empêche les arbres de faire de l'ombre, et il entendit aboyer non pas un chien, mais beaucoup de chiens, dans une course folle à travers la campagne. D'un bond, le lièvre traversa le chemin et se mit à courir. Les chiens le prirent en chasse dans la plus grande confusion. « Où allons-nous » criait le lièvre, d'une voix tremblante, vive comme l'éclair. « À la fin de ta vie » criaient les chiens, d'une voix de chien. Voilà. Alors c'est la première page du livre, et les quelques dernières lignes, les lièvres, j'y ai pensé chaque jour tout au long de la rédaction de ce livre, ceux du camp d'extermination de Birkenau, qui se glissaient sous les barbelés infranchissables pour l'homme, ceux qui proliféraient dans les grandes forêts de Serbie, tandis que je conduisais dans la nuit, prenant garde à ne pas les tuer. Enfin, l'animal mythique qui surgit dans le faisceau de mes phares, après le visage patagon d'El Calafate, me poignardant littéralement le cœur de l'évidence que j'étais en Patagonie, qu'à cet instant, la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C'est cela qui est l'incarnation. J'avais près de 70 ans, mais tout mon être bondissait d'une joie sauvage, comme à 20 ans. Et vous avez eu le début et la fin du livre de Claude. Il faut que vous sachiez que Claude peut vous réciter des centaines et des milliers de vers toute la nuit, si vous en avez la force et la patience. Mais transformer ça en soirée poétique, ça serait pas mal. Je suis bien meilleur que Luccini, je peux vous garantir. Je voulais te poser une... Non, mais attends, je voudrais quand même... Alors le lièvre, pourquoi le lièvre ? Je n'ai pas encore répondu au lièvre. C'est une longue introduction. Bon, non, j'ai cité l'exergue pour vous montrer que cet animal mérite la récitation poétique. Et je ne sais pas quels sont ceux ou celles d'entre vous qui ont vu Shoah, mais il y a dans Shoah deux plans tournés par grand froid à Birkenau, à Auschwitz-Birkenau.
Et ce sont deux plans que j'ai montés exprès sans insister. Enfin bon, comme si on voit deux lièvres, parce que à l'époque où je tournais Shoah, on ne tuait plus à Auschwitz. On ne tuait plus ni hommes ni animaux. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe parce que les lièvres et les lapins ont dû proliférer et les Polonais n'ont pas dû hésiter à organiser des battues. Et on voit donc deux lièvres essayer de se glisser sous le dernier fil le plus proche de la terre d'un réseau de barbelés autrefois électrifié, infranchissable pour les hommes. Et ils ont été pris dans le champ de la caméra. C'était formidable parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent se répéter. Il faut être présent et vigilant au moment où la chose se passe. Et j'étais tellement content de ces plans, je les ai montés, en langage de cinéma on dit off, ou plutôt sur la voix off de Rudolf Verba, qui est un des seuls à avoir réussi l'évasion de Auschwitz. Rudolf Verba était, parce que hélas il est mort il y a 2 ans, était un grand homme à tous égards, un héros, un homme d'un courage et d'une intelligence extraordinaire. Il a d'ailleurs écrit un livre, ça vaut vraiment la peine de le lire. Et donc j'ai monté les plans des 2 lièvres qui se glissent sous les barbelés sur la parole de Rudolf Verba. On ne le voit pas, mais on l'entend. Bon, et c'est lui qui va s'évader, qui s'est évadé de Auschwitz avec son ami Wetzler, le Slovaque, le 7 avril 1944. Donc, je ne sais pas, il m'arrive d'être fou, de plus en plus souvent d'ailleurs, je crois. Et je m'imaginais que tous les juifs gazés s'étaient réincarnés en lièvres. Et je trouvais ces animaux si beaux et si nobles et si fiers que, selon moi, ce n'était pas du tout une déchéance de passer du juif au lièvre. Et disons qu'il y a des lièvres juifs, ou des juifs lièvres, comme vous voulez. Bon. Et puis je raconte aussi dans ce livre que quand je faisais des voyages un peu fous également avec Simone de Beauvoir, elle lisait les cartes routières comme un breveté d'état-major, et elle inventait toujours des raccourcis incroyables. Et nous nous sommes trouvés une nuit dans une immense forêt serbe où les lièvres pullulaient. Ça débouchait de la rive droite de la route à la rive gauche et vice-versa. Et j'ai passé mon temps à slalomer pour ne pas les tuer, mais j'en ai quand même tué 3. Tout en conduisant très doucement. On les donnait à des villageois quand on trouvait une maigre agglomération. Mais tout cela veut dire beaucoup plus que ce que je suis en train de vous raconter. Pourquoi est-ce que j'écris à la fin du livre que
que tout mon être a bondi d'une joie sauvage quand un grand lièvre a surgi à la nuit dans le faisceau de mes phares sur une mauvaise piste, quasiment à la frontière de l'Argentine et du Chili. C'est toute la question de la relation entre moi et le monde, entre le monde et moi, et sûrement, je pense que ça doit exister pour un certain nombre, ou peut-être pour beaucoup d'entre vous. Toute la question est de savoir si le monde est un décor ou pas. Si le monde est un décor, c'est-à-dire si le décor de nos vies peut être dissocié d'elle, ben très bien, on peut vivre dans un décor ou se promener dans un décor, mais je trouve ça pas très intéressant. Et j'ai vérifié ça à plusieurs reprises au cours de ma vie. Il m'est arrivé d'exploser véritablement, que des court-circuits me traversent, enfin, comme une sorte d'électrification de toute ma personne. Toute la question est de la non-dissociation entre le monde et moi, que le monde ne soit plus un décor. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je dis cette phrase qui est peut-être mystérieuse mais très importante. Alors je tente de vous expliquer ça un peu plus simplement. Bon, je me trouvais à Buenos Aires et je voulais voir les fameux glaciers qui font partie du patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, les fameux glaciers de la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et alors donc j'ai pris un avion à Buenos Aires et j'ai volé pendant 4 heures. C'est un pays très, très grand. Et j'ai atterri dans une sorte de bourgade du Far West ou du Far Sud, Far South argentin, qui s'appelait Rio, on dit Gallegos, il y a 2 L, mais il prononce J, Rio Gallegos. Et c'est à un bout du monde, c'est à la frontière aux lisières de la Terre de Feu. Bon, et là j'ai loué une voiture et j'ai commencé à remonter toute l'immense plaine désertique, quasi désertique, de la Patagonie argentine vers le nord pour rejoindre la frontière chilienne. Il y avait un très beau ciel immense et je me disais à moi-même, je me parlais, je m'apostrophais, je m'interpellais et je me disais, tu es en Patagonie, mon vieux. Et ce ciel sans fin. Et ben oui, j'étais en Patagonie, j'étais content d'être en Patagonie, mais je n'éprouvais pas véritablement ma présence là-bas. Je n'éprouvais pas que j'y étais. Et plus tard, au cours de la journée, j'ai commencé à rencontrer des troupeaux de lamas, même des vigognes. Ça, c'est vraiment la Patagonie. Ça ne peut se trouver que là. Et je continuais à m'insulter moi-même. Tu es en Patagonie. Et pourquoi est-ce que je ne vibrais pas davantage? Pourquoi est-ce que je ne jouissais pas plus d'être en Patagonie? La Patagonie demeurait un décor. Et puis c'est au soir, après avoir roulé pendant 400 kilomètres, la nuit était tombée, j'avais quitté la route asphaltée pour une très mauvaise piste
qu'il fallait emprunter pendant 100 kilomètres. Et soudain, le lièvre a bondi dans mes phares. Et là, j'ai explosé, j'ai été court-circuité littéralement, tué en Patagonie, je le savais. Et c'est pourquoi j'écris « La Patagonie et moi étions vrais ensemble ». Cela veut dire que si le monde est un décor, d'une certaine façon, je ne suis pas vrai. Et que c'est ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, je raconte ça dans le livre. La première fois que j'ai été à Milan, mon premier voyage en Italie après la guerre, en wagon de marchandises, avec une équipe de copains, Jean Co et d'autres. Et on fait Paris, Lausanne, etc. Et puis il y a ces beaux noms des stations de chemin de fer qui commencent à s'égrener. Brigue, le Simplon, Domodossola, ça fait tout le temps rêver, moi. Même maintenant. Si j'y vais par la route, j'ai un peu envie de pleurer, j'ai les larmes aux yeux. Bon, et j'arrive à Milan, qui n'est pas une très belle ville, entre nous soit dit, mais là j'étais très impressionné par la couleur de Milan. Je découvrais la couleur pour la première fois de ma vie. Les ocres de Milan, les roses des murs, le rouge également. Bon, et de la même façon, je me frappais moi-même. Je me disais, mais tu es à Milan. Et sur la place du Dôme à Milan, la Piazza del Duomo, je la traversais. Et pareil, tu es à Milan, tu dois exploser de joie. Mais ça ne fonctionnait pas. C'était encore un décor. Et soudain, je fais l'air de réciter mon livre, mais c'est un peu ça. Et soudain, la première phrase de la Chartreuse de Parme de Stendhal m'est revenue à l'esprit, dit Kartrause von Parma en allemand, on dit. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. C'est exactement comme avec le lièvre en Patagonie. J'étais beaucoup plus jeune. En Patagonie, j'avais pas loin de 70 ans. Là, j'avais 20 ans ou 21. Eh bien, c'est pareil. Alors, j'étais vraiment en Patagonie. J'étais vraiment à Milan, pardon. Et Milan avait un sens pour moi. Mais ça peut être beaucoup plus grave. Et ça a été très décisif dans le processus créateur. Dans le cas du Shoah, c'est très clair, mais absolument. Bon, j'ai travaillé 12 ans à faire ce film. Et j'avais au départ un refus absolu. Je ne voulais pas aller en Pologne. Pourquoi est-ce que j'irai en Pologne? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Rien. La destruction. Et où est-ce que cela se trouve, l'Holocauste? On ne disait pas encore la Shoah à ce moment-là. On disait que ça se trouve dans les mémoires, dans les consciences, dans les esprits. On peut en parler de partout, de Berlin, de Jérusalem, de New York, d'Australie, de Paris. Et donc j'ai travaillé beaucoup
j'ai exploré le monde, écouté des survivants, des revenants, et interrogé, etc. Puis j'ai fait beaucoup de voyages difficiles et périlleux en Allemagne pour retrouver des nazis. Et puis finalement s'est imposé à moi la certitude que je ne pouvais pas faire ce film sans aller en Pologne. J'aurais dû logiquement commencer par la Pologne. Et je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé en Pologne en me battant, en me flagellant moi-même. Et j'ai loué une voiture à Varsovie pour aller à Treblinka. Et Treblinka qui est à 80 km au nord-est de Varsovie. Donc je suis arrivé à Treblinka sur le site du camp. C'est-à-dire il n'y a rien. Il y a des pierres levées, des stèles commémoratives avec les noms des shtetl dont les habitants juifs ont été gazés, et puis les noms également des pays qui ont été balayés par l'ouragan de la Shoah. Bon, il faisait froid, c'était l'hiver. Je suis resté là, je sais pas, 1h30, et je n'étais pas particulièrement ému. Là encore, j'étais dans un décor. J'étais dans le décor de la Shoah. Il y a des visages d'hommes, des visages de survivants, enfin de revenants. Je les appelle des revenants. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, si ça vous intéresse. Il suffit de voir leur visage est le lieu même de la Shoah. Bon, il y en a un dans Mikhail Podlebnik, le deuxième survivant de Relmno, dans Shoah. Il est la Shoah. Bon, c'est très clair. Mais quand j'étais sur le site du camp, j'étais dans un décor. Et je me suis mis j'ai repris ma voiture et je me suis mis à tourner tout autour en essayant de suivre des sortes de pierres de forme triangulaire qui marquent les limites de ce qu'était le camp, qui n'était pas un camp très grand, Treblinka. Et bon, là, la route n'épouse pas cela. Donc j'ai suivi la route et puis soudain je suis tombé dans des villages polonais. Et on voyait, c'était très clair que c'était pas des villages récents, c'était d'anciens villages avec des églises énormes comme des cathédrales. Il y a ça dans tous les villages de Pologne. Et des gens de tout âge, de tout sexe, etc. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. En fait, ces gens étaient là, ils ont été les témoins directs des opérations de mort. Bon, il y avait, je sais pas, j'étais dans 3 villages qui s'appellent Prostin, Poniatovo, Volga, Ogonglik. Puis j'ai continué. Soudain, j'arrive dans un village et je vois sur la route, en lettres noires sur fond jaune, pancarte de nomination qui désigne le village dans lequel, avec ma voiture, je pénètre, Treblinka.
Ça, c'était un choc extraordinaire. Comment est-ce que un village portant ce nom chargé d'horreur peut-il encore exister aujourd'hui? Bon, et je m'avance et je continue. Et soudain, je découvre des convois de wagons de marchandises arrêtés, immobiles, des longs convois. Il y en avait 2, sans locomotive. Enfin, les wagons étaient là. Et je me trouvais à la gare de Treblinka. Alors j'ai arrêté ma voiture sur une sorte de quai herbu. Et puis j'ai vu les rails, j'ai contourné les wagons, les convois. Et j'ai traversé les rails et je suis arrivé à la gare de Treblinka et j'ai vu, il y avait des trains passés, il y avait tout un trafic. Et j'ai vu le panneau Treblinka. Alors là, c'est devenu vrai. Alors là, j'ai explosé. Jusque-là, j'étais comme une bombe chargée de savoir, de connaissances, de savoir de tout le travail préalable, de toutes mes enquêtes exploratoires, etc., etc. Je savais beaucoup de choses. Mais le détonateur manquait. Et ça, la vision de la pancarte Treblinka à la gare, ça a été le détonateur. Et moi qui ne voulais pas aller en Pologne, c'était 5 ans après le début de mon travail. J'ai été saisi par un sentiment d'urgence absolue et j'ai décidé que maintenant il fallait tourner sans plus attendre. Et on était, je sais pas, au mois de mars peut-être, et j'ai commencé à tourner au mois de juillet. J'ai explosé, donc ça n'était plus un décor, la rencontre d'un nom et d'un lieu. Et parce que pour moi c'était des noms tellement chargés d'horreur que j'avais repoussé la Shoah à une distance stellaire de moi. Je savais que tout était vrai, mais d'une certaine façon, c'était presque légendaire, comme on dit en latin ou dans les préfaces des tragédies de Racine, major et longeque reverentia. Le respect, la révérence augmente croît avec la distance. Et j'avais besoin de l'éloignement pour faire ce film. À cause précisément de l'horreur. Il fallait pas que je sois trop proche de ça. Enfin bon. Alors je voudrais qu'on respecte un peu les principes du livre et qu'on avance, qu'on recule. Et je voudrais qu'on s'interroge un peu sur 1945. Tu es sorti de la résistance, tu as été très jeune résistant, tu étais proche des communistes, et en 1945, tu étudies la philosophie dans le grand lycée parisien, qui est Louis le Grand. Le jour de ton arrivée, tes condisciples se réunissent pour protester contre le procès de Robert Brasillach, qui devait s'ouvrir quelques jours plus tard. Il propose, quand on lit ça en 2009, on est absolument stupéfait, il propose en 1945 de donner le nom de Brasillach, ancien élève de ce lycée, à l'une des salles du lycée. Des salles de Cagnes. De Cagnes. Brasillach étant lui-même un cagneux. Un cagneux. Brasillach, je le rappelle brièvement pour ceux qui ne
le savent pas, c'est l'écrivain Collabo qui avait suggéré que surtout on ne sépare pas les enfants juifs de leurs parents. Il sera condamné à mort, De Gaulle refusera de le gracier, et c'est très passionnant ce passage sur Robert Brasillach, parce que le premier chapitre du livre de Claude, chapitre absolument fondamental, est un chapitre sur la peine de mort, précisément. Et à ce propos, pas à propos de la peine de mort, mais de cette aventure qui t'arrive dans le lycée Louis-le-Grand, tu écris « Je compris alors d'emblée, avec un dégoût qui ne m'a peut-être jamais plus quitté, que le grand vaisseau France avait poursuivi impassiblement sa route, insensible à ce que d'autres éprouvaient comme un désastre, la destruction de millions de vies et de tout un monde. Et plus loin, tu écris encore, l'antisémitisme n'avait pas disparu miraculeusement avec la libération. Que peux-tu nous dire, quelques années après ce qu'on va appeler la Shoah, de ta relation à la France? Que peux-tu nous en dire, toi qui, dès 1948, et c'est un phénomène extrêmement rare et très intéressant, toi qui, dès 1948, acceptes d'aller travailler en Allemagne. C'est un phénomène très particulier. Oui, non, mais dis-le qu'on t'entende en direct. Tu acceptes d'aller travailler en Allemagne. Je dirais que... Voilà. Je n'ai pas travaillé en Allemagne comme... Non. Comme je ne sais pas, au service du travail. Comme répétiteur dans une université à Berlin. Pas répétiteur, lecteur. Lecteur à l'université de Berlin. Donc, quelle relation... J'avais déjà passé une année à Tübingen. Oui. Donc, je repose ma question. Quelle était ta relation à la France après tous ces événements? Écoute, tout ça va très vite quand même, ces événements, parce que c'était comment te dire ça, la prise de conscience de tout ce que j'ai pu dire ne se fait pas immédiatement, parce que je suis obligé d'entrer dans ma vie privée. C'est fait dans le livre, mais je n'avais pas revu ma mère depuis des années, etc. Et quand mon frère et moi nous sommes rentrés à Paris, enfin, c'est elle qui nous a... On a eu une permission pour... C'est elle qui nous a obligés à nous démobiliser, enfin... Mais ma mère blêmissait quand elle entendait les sirènes d'une voiture de police. L'ajustement à la liberté, c'était vraiment une tabula rasa. Il fallait tout recommencer à zéro, tout rééprouver à neuf. Et c'est la vérité que la France, dans ses profondeurs, est passée comme ça, à travers. Moi, ça m'a frappé, si tu regardes les immeubles de Paris, c'est-à-dire la permanence, ce sont les mêmes. Les propriétaires touchaient leur loyer pendant toutes les années de l'occupation. Les condisciples de Cagne, à part quelques-uns, finalement les résistants n'étaient pas tellement nombreux, avaient fait normalement leurs études, sans souffrir excessivement de la faim ou des privations. Donc, en effet, quand je suis arrivé, c'était quasiment mon premier jour dans la Cagne de Louis-le-Grand. Ils entreprenaient de baptiser une salle Robert Brasillach, collaborateur notoire de Je suis partout, et qui appelait au meurtre des Juifs, comme l'a dit Maurice, les enfants aussi. Il ne fallait pas les séparer de leurs parents. Et ça, c'était
un très grand choc et je ne me sentais pas très bien. Et ce qui m'a aidé, moi, à accepter les sourires des Français et à leur rendre leur sourire, c'est-à-dire en leur souriant moi-même, c'est le livre de Jean-Paul Sartre, Les réflexions sur la question juive. Ça a été central, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de juifs. Tu dis que c'est le livre qui t'a autorisé De à ma vivre. génération. Oui, absolument. Autorisé à vivre en France. Oui. Oui. Mais parce que dans ce livre, Les réflexions sur la question juive, il y a plusieurs moments. Il y a d'abord un magnifique, inoubliable et indépassable portrait de l'antisémite. C'est d'une force immense. Et le fait que le plus grand écrivain français, car Sartre était alors considéré et reconnu comme tel, le fait qu'il ait pris la plume pour écrire ça, c'était une telle libération intérieure, parce qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas voir l'histoire d'alors avec les yeux d'aujourd'hui. On a quand même vécu toute cette période dans la peur, même si on faisait de la résistance, dans la peur. Moi, j'avais vécu une partie de mon enfance avant la guerre dans la honte et dans la lâcheté complète. Quand on me demandait si j'étais juif, je disais non, pas du tout. Et je raconte que quand j'étais en 5e au lycée Condorcet à Paris, il y avait un grand rouquin juif qui s'appelait Lévi. Et chaque semaine, c'était un rituel. Dans la cour de récréation du petit lycée Condorcet, les types lui cassaient la gueule, tournaient autour de lui, le bourraient de coups, le mettaient en sang, et personne n'intervenait. Aucun professeur, aucun surveillant général, aucun pion. Et moi, je restais caché derrière un pilier, et j'observais ça en tremblant, et je ne me portais pas à son secours. Donc il a été écrit que ce livre est le livre d'un type d'un courage formidable, et toi-même tu l'as écrit, tu dis, il ne connaît pas la peur. Et c'est pas vrai, je te l'ai fait observer. Je n'ai même connu que la peur. C'est beaucoup plus compliqué. Et quand en classe, toujours en classe de 5e, un type se tournait vers moi quand on apprenait le marchand de Venise. Et on me donnait à moi le rôle de Shylock. Et mais toi, t'es un petit juif. Je disais non. J'ai honte aujourd'hui, mais tout ça est une conquête. Le courage aussi est une conquête. Mais attends, je suis en train d'emmêler les pinceaux. Là. Je ne sais pas si je... Non, on est sur le livre de Sartre. En quoi il a joué un rôle fondamental. Non, j'ai un neurone qui a pété. Non, on est bien dans le sujet. Et ce qu'il y avait aussi de formidable, et qui, moi, nous sommes en effet au cœur du sujet, m'a beaucoup bouleversé dans le livre de Sartre, c'est la description de ce qu'il appelle les conduites inauthentiques chez les Juifs. Bon, à savoir
le juif qui se sent en danger sur l'autre juif. Aujourd'hui, peut-être que personne d'entre vous n'est capable d'entendre ça, mais moi je le comprenais, puisque ça m'est arrivé pendant la guerre. Il y a une scène que j'ai décrite avec la plus grande franchise, sans rien enjoliver, mais où je me conduis comme un antisémite, dans sa variante la pire à mes yeux, à savoir le juif antisémite. Bon. C'est inacceptable, mais c'est comme ça. Je l'ai fait et je le dis. J'ai eu peur que ma mère nous fasse arrêter. Ouais. Et je me suis sauvé. Bon, enfin, il faut lire mon livre. Et quelques imbéciles, d'ailleurs, écrivent aujourd'hui, ce qui est la chose la plus stupide qu'on puisse écrire, que le portrait que tu fais de ta mère, parfois, est antisémite à cause de ça, justement. Et c'est vraiment des choses absurdes qu'on peut lire aujourd'hui. Mais oui. C'est au passage. Mais... Donc, la description par Sartre des conduites inauthentiques chez les Juifs, et je pense que chacun d'entre nous a éprouvé cela. Peut-être pas M. Loinger, mais c'est vous. Je vous reconnais. Donc, il y avait ça, mais par ailleurs, il y avait autre chose qui manquait complètement au livre de Sartre. C'est-à-dire qu'il pensait, il croyait que c'était les antisémites qui créaient les juifs. Le juif dans le regard de l'autre. Voilà. Mais alors justement... Et ça j'ai découvert quand j'ai fait mon premier voyage en Israël en 1952, que ça ne tenait pas debout. Alors c'est là que je voulais t'amener justement à ce premier voyage en Israël et d'abord te poser 3 questions en une. Comment devient-on un juif authentique, puisque authentique c'est l'adjectif que tu utilises fréquemment. Tu dis je suis un très mauvais juif, je n'ai jamais appris l'hébreu et je ne suis pas religieux. Alors on a envie de te demander 2 choses, c'est quoi un bon juif et est-ce que ça existe un bon juif? Attends. J'ai dédicacé mon livre à pas mal de juifs. Qui sont des bons juifs, alors? Oui. Et je disais... je me modifiais un peu la formule. Je disais, pardonnez à un très mauvais juif d'oser vous offrir... enfin, pardonnez-moi d'oser vous offrir ce livre d'un très... mauvais juif. J'ai envoyé ça au rabbin Sirat, par exemple. Et à d'autres. C'était une... Et alors Sirat m'a répondu, mais comment le type qui a fait Shoah ne peut pas être un mauvais juif, enfin, etc. Mais moi, j'étais considéré comme un très mauvais juif par les juifs de l'étude, les juifs du... Oui, mais tu es considéré comme un mauvais juif, mais... Mais je leur pose un problème. Tu effectues ton premier voyage en Israël dès 1952. Tu pars écrire un article pour Le Monde, article que tu ne vas pas écrire. Pas un article, une série d'articles. Une série que tu n'écriras pas, il faudra que tu nous expliques pourquoi tu ne les écris pas. Tu es bouleversé par ce premier voyage en Israël, et dans une récente interview au Observateur, tu expliques que la découverte de tous ces gens que j'ai connus en Israël était pour moi bouleversante. Je me disais, nous avons la même histoire, chacun de nous est porteur du même bric-à-brac juif, le lieu de naissance n'est qu'un aléa géographique, et je les ai immédiatement ressentis comme des frères. Ça a l'air très évident en 2009, mais en 1952, très peu de Juifs de France avaient un rapport étroit avec Israël, et il faudra attendre jusqu'à la guerre des 6 jours
pour que naisse cette relation. Alors, je voudrais que tu nous expliques ce que tu as découvert au cours de ce premier voyage, de ta propre histoire et de celle des Juifs. Tu es un peu fort, là, quand même. Un peu lourd. Israël ne m'a jamais posé... l'existence de l'État d'Israël ne m'a jamais posé de problème à moi. Ça en a posé à pas mal de Juifs que je connais, qui sont venus en France bien plus tard que ma famille. Des gens qui sont venus entre les deux guerres, ou même après la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient fait le choix de la France, et soudain voilà un pays juif qui se crée. Ça met en question d'une certaine façon leur choix. Ils se demandent s'ils ont bien fait, et certains deviennent des anti-sionistes, des anti-israéliens et des anti-sionistes féroces, parce que ça leur pose un problème qui n'ont pas la capacité de résoudre. Ça fait trop de possibilités, ou ça rouvre des possibilités comme des blessures qu'ils croyaient fermées. Moi, en fait, je suis un vieux Français de souche, si je puis dire. Ton père est né un 14 juillet 1900 Mon père à Paris. est né à Paris le 14 juillet 1900, ça fait quand même pas mal. Hein. Mon grand-père paternel, à savoir le père de mon père, a été, j'appelle ça taxidermisé, naturalisé français en 1913 à l'âge de 39 ans. Et alors le premier jour de la guerre, de la première guerre mondiale, ils avaient un magasin d'antiquités, de meubles rue Lamarck. Et on a balancé des pierres dans la vitrine du magasin à cause de la consonance allemande du nom. Et mon grand-père a été mobilisé immédiatement à l'âge de 39 ans avec les jeunes gens de la classe 1914 qui avaient 20 ans. Et il a fait toute la guerre en première ligne. Ma grand-mère, sa femme, ne parlait absolument pas français. Elle parlait un incroyable sabir, enfin, et elle a élevé 2 fils, comme je le dis, avec vaillance et colère. Et quand moi-même, plus tard, moi j'étais son petit-fils, j'ai commencé à faire du latin, et elle s'était retirée dans un hameau de Normandie, et elle demandait à mon père que je lui écrive des lettres en latin. Comme j'étais un fils obéissant, j'écrivais donc à ma grand-mère des lettres en latin de cuisine, qu'elle ne savait pas plus lire que le français. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait voir le curé de la paroisse voisine. Regardez, mon petit-fils, il sait le latin. Ça lui donnait, je sais pas, un certificat de vieille francité. C'est des drôles de trucs, hein. Conduite éminemment inauthentique, mais compréhensible. Et alors, oui, donc je dis, Israël ne m'a pas posé de problème ontologique du tout. Mais et j'ai vu ces gens la première fois sur le bateau, parce que j'ai été en bateau là-bas dans l'été 1952, et je partageais ma cabine avec un rabbin marocain qui partait en Israël en voyage exploratoire, pour savoir si ça avait un sens de quitter le Maroc et d'aller là-bas.
mais il était un peu obligé de le quitter. C'était un grand type, mince, avec une barbe blanche, des yeux très très bleus, des grosses chaussettes de laine en plein été, et il ne parlait qu'hébreu et arabe. Bon, moi je ne parlais ni l'hébreu ni l'arabe. Alors quand il m'a vu entrer dans la cabine que nous partagions, une cabine de première classe, je ne sais pas pourquoi on m'avait mis là, et il pointe un doigt interrogateur et soupçonneux et hostile sur moi, il me dit « Yehudi !» Bon, alors j'ai répondu « Ken », qui était le seul mot hébreu que je connusse, et il me dit « Lo, lo, lo !» Il a vu tout de suite que j'étais un mauvais juif, vraiment. Et alors il a vérifié ça au cours de la traversée, parce que un vendredi, j'ai quitté la cabine dans l'après-midi, en laissant tout allumé. Et j'ai été sur le pont, je m'étais fait des amis, des copines, il y avait Yigal Allon qui était sur ce bateau, qui est futur ministre des Affaires étrangères d'Israël, Kibbutz Ginossa, sur la mer de Galilée. Et je ne sais pas, c'était des gens formidables. Les Israéliens que je rencontrais sur ce bateau en 1952. Et puis je suis rentré dans ma cabine vers 5 heures du matin, 4 heures du matin, et le rabbin était allongé de tout son long, les yeux grands ouverts. Il n'y avait pas de Shabbos Goy, et il n'avait pas osé toucher à l'électricité. Je pensais qu'il ne pouvait pas toucher à l'électricité, mais il était prêt à m'étrangler. Mais donc après, qu'est-ce que tu as découvert au cours de ce voyage et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas souhaité écrire cette série d'articles pour le Monde ? Parce que ça me posait des... Et puis quand je suis arrivé, quand j'ai mis le pied sur la terre d'Israël, ma première rencontre, parce qu'une fille que j'avais connue sur le bateau qui s'appelait Dalia Kaufman, m'avait dit, pour toi qui es un étranger, les formalités de débarquement et de douane, ça va aller très vite, mais pour nous, qui sommes Israéliens, ça va prendre un temps fou. Elle m'avait donné rendez-vous dans un café qui s'appelait le café Eden. Elle me dit, c'est tout près du port. Et je débarque à Haïfa, il faisait une chaleur terrible, et j'étais fatigué par mes nuits blanches, et il y avait quelques taxis qui attendaient. Je me dis, je vais prendre un taxi. Et je dis au taxi Café Eden, il fait exactement 300 mètres. Il sort du port, et puis il y avait une petite place blanche de soleil. Et le Café Eden, c'était un bistrot avec des chapelets d'ambre qu'il fallait écarter pour entrer. Je me demande au taxi combien. Il me dit un prix, mais effroyable, exorbitant. J'avais très peu d'argent. Alors, je n'osais pas protester, pas intervenir. J'ai payé. J'entre dans le Café Eden. C'était tout noir, ombreux. J'entendais un drôle de langage, une drôle de langue que je ne connaissais pas, dans laquelle il me semblait qu'il y avait du français, des expressions françaises, des femmes qui parlaient. Et puis un petit bonhomme, un barman, alors qui me demande, je ne sais plus si c'est en anglais ou en allemand, j'en sais rien, qui me demande, vous arrivez du bateau? Je dis oui. Et timidement, je lui dis, mais dites-moi, monsieur, les taxis, c'est très cher ici. Alors il me demande, il vous a pris combien? Et je dis la somme, il est parti d'un rire homérique. Et
il a expliqué ça, il a raconté tout ça à la cantonade à tous les gens qui étaient dans l'ombre, que je ne voyais pas. Les femmes qui parlaient ce français étrange. Et tout le monde s'est mis à s'esclaffer. Enfin, et soudain, un type se dresse devant moi et se met à hurler « Mort aux Juifs! Mort aux Juifs! Mort aux Juifs !» Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon arrivée en Israël, en août 1952. Et il continue « Mort aux Juifs! Mort aux Juifs! Mort aux Juifs !» Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un... Et les autres rigolaient. Je me dis, ils sont quand même... Ils sont quand même très tolérants. C'est un... Et le type continue. « Ah ah, monsieur, vous vous êtes fait rouler par les Juifs. Mort aux Juifs, mort aux Juifs, mort aux Juifs. » Et alors, très timidement, je lui demandais, je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un arabe qu'ils aiment bien et qui est un peu fou, enfin, qui est le fou du Café Eden. Et très timidement, je lui demande, mais vous n'êtes pas juif, monsieur? Mais si, je suis juif, mais juif de cœur, me dit-il. J'aime mieux être traité de sale juif à Casablanca ou à Marrakech que de sale schwarzé ici. On était au cœur d'un problème fondamental, d'une question fondamentale d'Israël à cette époque. Et le type était, les femmes étaient des putains, des prostituées, et il était le macro des putains. Nous sommes devenus copains d'ailleurs, lui et moi. Et j'ai appris beaucoup de choses par lui. Et le pays était couvert de camps de tentes qu'on appelait des Mahabarot. Et j'ai visité le pays, j'avais pour guide un type de l'agence juive, un fonctionnaire prétentieux, Ashkenaz, et alors qu'il avait divisé les nouveaux arrivants en bons matériels et moins bons matériels, il y avait toute une échelle, et mauvais matériel. Alors les Marocains, c'était le pire matériel. Les Roumains, c'était bien, les Irakiens, c'était bien, enfin, c'était... et un jour, on doit visiter une immense... On dit Mahabara ou Mahabarot? Mahabara. Une Mahabara. Une Mahabara. Une immense Mahabara dans la vallée de Beth Shan. Et... mon type m'explique que c'est du mauvais matériel des Marocains, qu'ils sont furieux parce qu'on leur a donné 2 rabbins ashkénazes, enfin, etc. Bon, il y avait des types parasés qui étaient à l'entrée de la Mahabara, et parasés, qui glandaient comme ça, et ils entendent que je parle français avec mon guide. Ils se précipitent sur moi. Vous êtes français, monsieur, français? Alors je dis, oui, je suis français. Et, oh, la France, monsieur. Ils démarrent là-dessus. Et ils me disent... Israël, c'est pire que la Gestapo. Bon. Alors je leur dis, ah bon, vous croyez? Oui, oui, vous connaissez, vous avez connu la Gestapo? Non, mais nous savons, monsieur. Et alors ils me font tout un numéro et c'est moi qui suis obligé de faire la propagande israélienne. Et je leur demande... mais pourquoi vous n'allez pas travailler dans les kibbutzim? C'est vrai, ils cherchaient de la main-d'œuvre, ils n'en avaient pas. Non, monsieur, ça jamais, il faut une conscience de mulet pour aller là. Alors,
Et ils enjolivent complètement leur passé. Ils sont tous d'anciens chauffeurs, et ce lumpen prolétariat juif, c'était incroyable. Et ils me disent, monsieur, un seul homme peut nous sauver. Vous ne voyez pas qui? Et je leur dis, non, je ne vois pas. De toute façon, je doute qu'un seul homme puisse vous sauver. Vous ne pouvez que vous sauver vous-même. Mais si, monsieur, un seul homme peut nous sauver. Vous ne voyez pas qui? Ils me le font longtemps. Je dis, allez-y, je ne vois pas. Rothschild, monsieur. Rothschild. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui venaient des ghettos d'Afrique du Nord et des Mellas du Maroc, et les Rothschild faisaient des dons. Et donc, ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer à Israël. Mais peut-être que le temps passe terriblement. Non. Mais alors, je reviens à cette question que je reposerai avec obstination. Alors, pourquoi tu décides finalement, après ce périple en Israël, de ne pas écrire dans Le Monde? Parce que ça me posait des questions que Quelles je questions? trouvais trop personnelles. Je ne pouvais pas écrire sur ce pays comme j'avais écrit auparavant sur l'Allemagne, ou comme j'aurais pu écrire sur l'Inde, ou sur l'Australie, ou les États-Unis. C'était les questions personnelles que ça me posait, c'est que mon premier Shabbat, parce que je ne savais pas ce que c'était, je n'ai eu aucune éducation juive, aucune religion, tradition, rien. Je suis un très très mauvais juif. Et je me trouvais dans une petite ville du centre d'Israël qui s'appelle Afula, assez tristounette. Et un vendredi après-midi, je voulais rentrer à Tel Aviv, et je me suis laissé prendre par le sabbat, le Shabbat. Pas un véhicule, pas un autobus, rien. Pas un hôtel où aller, la ville était soudain morte. Et j'étais tout seul là-dedans. Et où étaient les Juifs? Où étaient-ils? Eh bien, les Juifs que je m'obstinais à considérer comme mes frères, parce que c'est ce qu'a dit Maurice tout à l'heure, ce que j'appelle le bric-à-brac juif, ils venaient de Lituanie ou de Lettonie, de Riga, comme ma propre grand-mère, enfin, etc. C'est tout le même voyage. Et eux étaient dans les synagogues. Moi, je ne connaissais rien à l'hébreu, rien aux prières. Je ne comprenais rien à ce qui se faisait, à ce qui se disait. Et j'étais comme un voleur. C'était un soir horrible. Mais encore aujourd'hui, j'ai peur du sabbat. Comme un voleur à Afula, dans les déserts d'Afula, je tournais comme ça autour des synagogues. J'essayais de regarder mes frères par les fenêtres. Et ils étaient tous là en prière, avec les châles de prière, ils chantaient, etc. Et moi, rien. Et je me sentais, je disais, ce sont mes frères, et je me sentais totalement exclu et repoussé. C'est ça, des choses intimes que je ne voulais pas, que je ne pouvais pas dire dans des articles de journal, soi-disant des articles objectifs. Et j'ai gardé un souvenir terrible de ça. Je trouve que c'est une scène que je raconte dans mon livre, c'est une scène déchirante. À la lettre, toute âme bien née lisant cela doit verser des larmes. Oui, c'est vrai. Mais 25 ans après, 52, 75, 23 ans après, pardon, le film sur Israël, qui montre une vraie compréhension d'Israël et du phénomène israélien. Donc, qu'est-ce qui s'est
Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années qui ont conduit à ce premier film très important? J'ai passé, je ne sais plus, trois mois là-bas. Et je suis rentré à Paris. Et Ben Gourion, je l'avais rencontré. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour venir? J'étais un bon matériel en puissance potentielle. Mais enfin, je devais rentrer. Je commençais ma vie avec Simone de Beauvoir. Et oui, et Sartre, je lui ai expliqué tout ça, que ça n'était pas les antisémites qui créaient les juifs, que les juifs existaient, c'était un vrai peuple têtu, intraitable, avec la sainteté de la tradition. Et puis une longue histoire, une longue culture, etc. Et il en a convenu, Sartre. C'était pas un homme têtu, il était capable d'apprendre. Et il me dit, oui, je comprends très bien que vous puissiez pas écrire pour un journal, alors écrivez un livre. Ça m'a paru une idée formidable et j'ai commencé. J'ai écrit, je crois, une centaine de pages qui étaient pas mal. Ça a disparu, je ne sais pas où c'est. Et puis j'ai abandonné. Je ne pouvais pas répondre aux questions que je me posais alors dans le plan où je me les posais. Il fallait que je croisse, que je grandisse, que je vieillisse. Et donc ce reportage non réalisé et ce livre avorté, c'est devenu 20 ans plus tard ce film, Pourquoi Israël, qui est un film que j'aime beaucoup, moi, qui est drôle, où il y a toute cette histoire, l'aspect ludique, ce que j'appelle l'aspect ludique de la réalité israélienne. À savoir que la normalité était pour moi, j'ai montré ça dans des scènes très drôles, la normalité est l'anormalité, l'apostrophe A, abnormalité, A privative. La normalité était la normalité même. Voilà. Tu racontes sans doute pour la première fois dans ce livre que c'est un Israélien qui te donne l'idée de Shoah, que ce n'est pas toi qui as songé à faire ce qui va devenir Shoah. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Ils ont vu, j'ai fait quelques projections de Pourquoi Israël devant des auditoires, des audiences plutôt, des auditoires privés. Le film n'a jamais été distribué en Israël, jamais montré à la télévision, c'est un scandale tout ça. Mais, si, il a été montré d'ailleurs depuis, excusez-moi, je me trompe. Mais des gens comme Gershom Scholem, tout ça, ils trouvaient le film formidable. Et ils ont tous considéré que c'était le meilleur film jamais réalisé sur Israël. Et c'est un Israélien, qui m'a demandé si je ne pourrais pas envisager de m'attaquer à un film, non pas sur la Shoah, mais qui serait la Shoah. Bon. Et je ne sais pas, j'ai pas réfléchi très longtemps. C'est assez longtemps quand même. J'ai fait une longue marche toute une nuit dans Paris. Et donc j'ai abandonné prudence, sécurité, tout. C'était une nuit pascalienne. Et puis j'ai répondu oui. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais.
mais je l'ai fait. Et moi, j'ai une question immensément difficile à te poser. Peut-être que c'est trop tard dans la soirée, mais je vais quand même te la poser. Nous, les enfants des revenants, n'avons pas su, pas pu, pas voulu les faire parler. Et comment et pourquoi y es-tu parvenu, toi ? Non, attends, il faut faire attention. Ceux que j'appelle, moi, les revenants, ce sont les Juifs des Andes Commandos. Oui, ce sont les protagonistes. Alors ceux qui sont revenus. Les protagonistes de Shoah, dont aucun n'aurait dû revenir, qui ont survécu par un concours miraculeux de chance et de courage, parce que tous étaient condamnés à mort. Bon, c'était les gens qui se trouvaient dans les camps d'extermination et à la dernière station du processus de mort, du processus de destruction. Et ils étaient les seuls à m'intéresser parce qu'ils étaient les seuls témoins de la mort de leur peuple, avec les tueurs évidemment. Et le problème était dans Shoah, il ne parle pas d'eux. Parce que Shoah n'est pas un film sur la survie. C'est pas un film sur les survivants. C'est un film sur la radicalité de la mort dans les chambres à gaz. Et ces gens-là, pourquoi je les appelle des revenants, reviennent en un sens comme Philippe Müller ou tous les autres d'ailleurs, dans mon film, d'au-delà du seuil du crématoire. Et ils sont les porte-parole des morts. Ils parlent pour les morts. Ils ne racontent jamais leur histoire personnelle. Ils ne disent pas je, ils disent nous. Ils ne racontent pas comment ils se sont échappés, évadés. Ça ne les intéressait pas et ça ne m'intéressait pas non plus. Il y aurait eu des tas d'histoires individuelles formidables à raconter, mais c'est pas ça. C'est un film sur la mort du peuple entier. C'est pas il n'y a pas d'anecdote là-dedans. Et c'est pourquoi je les appelle des revenants. Parce qu'il y a une contradiction provocante. J'en parle dans ce livre, c'est que on ne parle pas ici de Treblinka ou de Belzec ou de Sobibor ou de Relmno. C'était des camps d'extermination purs. Les gens arrivaient et puis étaient tués dans les quelques instants ou les quelques heures qui suivaient leur arrivée. Et personne ne devait survivre, personne ne devait pouvoir porter témoignage. Tandis qu'à Auschwitz, c'est un camp différent. C'est à la fois un camp de concentration, où la vie était affreuse, et un camp d'extermination. Quand les convois arrivaient, il y avait le processus, enfin ce qu'on appelle la sélection, sélectionner ceux qui étaient envoyés dans le camp de concentration, donc dans une filière où beaucoup mouraient mais où on pouvait survivre, avec un peu de... La plupart des survivants font partie de cette catégorie-là, et où les autres étaient envoyés à la chambre à gaz. C'est pourquoi je dis, il m'arrive de dire, ça choque beaucoup, que personne n'a été à Auschwitz. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont arrivés à Auschwitz et qui ont été gazés tout de suite ne savaient même pas où ils mouraient. Ils mouraient dans le noir, tout de suite, dans l'affolement, et ils n'ont pas su ce qu'était Auschwitz. Et ceux qui ont été choisis, sélectionnés pour vivre plus longtemps, n'ont pas connu les chambres à gaz. C'est ça
la contradiction impossible dans laquelle je me suis trouvé en attaquant Shoah quand j'ai compris que mon sujet ce serait ça. C'est pas la déportation ordinaire, voilà. C'est quand tu écris Shoah doit dire la mort et non pas la survie. Il y avait une contradiction radicale. Les morts ne pouvaient pas parler pour les morts. Ben oui, c'est ça. Cher maître, je voulais vous remercier de cette heure de douleur et de poésie. Vous nous avez amenés très loin de ce que nous avons vécu. Vous savez, puisque vous avez l'air de me connaître, que je suis un de ceux qui ont vécu ce que vous avez su décrire comme personne. Mais j'étais aussi un lièvre. Vous avez aussi parlé des lièvres. Et je suis un des représentants, un des responsables des lièvres français qui se sont arrêtés et qui ont fait face et qui n'ont pas accepté de courir. Et nous avons résisté, nous avons essayé d'aider des Juifs en danger, de montrer les dents avec des armes. Et nous avons trouvé des Français, des lièvres comme nous, qui ont dit non. Ah bah oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Hein. Et qui nous ont aidés. Enfin, tout cela est évidemment une chose que j'ai vécue, que vous connaissez très bien. Je vous remercie d'avoir cité. J'ai une question. Vous avez été sur un bateau. Est-ce que c'était sur un bateau de la ZIM dont j'étais le directeur ? De la ZIM, oui, bien sûr. C'est ça. Bon. C'est peut-être vous d'ailleurs parce que j'avais été vous voir, c'est peut-être vous qui m'avez mis en première classe. Eh bien, oui. La ZIM, qui était la compagnie de bateaux israéliens. Oui. Je vous remercie. Monsieur derrière, au deuxième rang. Oui, merci beaucoup, parce que vraiment, c'était formidable ce que vous racontez, de ce que vous aviez dit jusqu'à maintenant. Et je me suis rendu compte que vous êtes un mauvais juif, mais j'ai quand même envie de vous pardonner, parce que vous avez commencé par parler de Treblinka. Or, toute ma famille a été exterminée à Treblinka. J'habitais une ville comme Piotrkov, et 25 000 juifs ont été envoyés du 14 au 21 octobre 42 à Treblinka, dont ma mère et mon frère. Ils ont tous été exterminés. La seule chose que vous avez parlé des monuments de Treblinka, mais vous ne parlez pas du bûcher qui a été fait, sur lequel on a brûlé après les cadavres qui avaient été enterrés et qu'on a sortis. Et on les a brûlés sur ce bûcher. Oui, et ce bûcher est impressionnant. Moi, j'ai visité Treblinka après, et j'ai vu que c'est quelque chose d'impressionnant. Merci, monsieur. On a fait ça partout, les bûchers. Monsieur en haut, allez-y. On va prendre encore 2-3 questions. Malheureusement, il y a une signature de livre après. Donc, on va essayer d'être c'est Edgar, un peu raisonnable. Allez-y, monsieur. C'est Edgar. Claude, dès le premier moment, j'ai pensé que ton livre était un monument. Mais un monument est quelque chose de figé. Quelque chose de figé dans le marbre, dans le bronze. C'est plein de vie. C'est comme le mercure. Ça grouille partout. Et je dois dire que depuis Shoah, je vis à côté de moi avec Bomba, avec Vrba, avec tous ceux à qui tu as rendu vie quand même dans ton film. Maintenant, je dois te dire que plus récemment, quand j'ai osé lire ton livre, parce qu'on s'y approche à tout petit pas, c'est quand même un genre de je sais pas, ça intimide un pavé de 600 pages, et surtout un pavé de toi. Ces femmes qui peuplent ton livre, et dont on a si peu parlé, qu'il s'agisse de Simone, de Angelica, de Judith, c'est complètement extraordinaire. Mais je voulais, et on vit avec elles sont vivantes, elles sont à côté. Mais il y a surtout cette histoire de l'interprète coréenne.
qui pouvait être tout. Une amoureuse transie. Ouais. Pourquoi ne pas faire un film genre Brave Encounter et qui se passerait, je sais pas, au Vietnam du Nord ou en Corée. Je sais que c'est pas la Corée du Nord, mais malheureusement la Corée du Nord c'est encore impossible. Merci Claude pour ton livre. Merci Edgar. Attends, il y a un monsieur là. Mais Claude, récemment, dans une interview, a dit, pour préciser, pour ajouter à votre question, Claude, récemment, a dit dans un livre que dans une interview, que s'il faisait autre chose, s'il faisait un autre film, ça serait une histoire, justement, avec une femme. Donc, vous avez touché tout à fait juste, et c'est une des parties essentielles de ce livre. Mais pour parler de toutes les parties, de tout ce qui est abordé dans ces 600 pages, il nous faudrait vraiment quelques heures. Monsieur, allez-y. Bonsoir, monsieur Langsman. Bonsoir. Merci pour ce que vous exprimez. Si vous tenez le micro devant, c'est mieux. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Excusez-moi, elle est plus personnelle que littéraire, mais j'aimerais bien que vous répondiez. Vous dites, ou à peu près, que vous ne vieillissez pas, heureux homme. Que, pardon? Vous ne vieillissez pas. Je vous ai entendu Que tu dire ne ça à la vieillis télé. Que tu ne vieillis pas. Ah, je dis que je ne vieillis pas. Oui. Et je ne sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai entendu le dire. Mais que l'idée de mourir vous met de mauvaise humeur et vous contrarie beaucoup. Oui. Bon. Michel Barzac avait dit que à 35 ans, on se croit immortel. Et à quel âge ou à quel moment avez-vous pris conscience qu'un jour on doit tout laisser en plan, même ce qui n'est pas terminé? Je ne sais pas quand ça a commencé, mais ça a déjà commencé il y a pas mal de temps. Actuellement, la mort est la couleur de ma vie. Je ne pense qu'à ça. Ça ne me fait aucun plaisir. Mais ça va, je me sens encore vif. Oui. Monsieur Merci. Au moment où vous avez posé la question à propos du lectorat en Allemagne en 47, je crois. 48. En 48. Question à laquelle vous n'avez pas répondu. J'ai associé avec Yankelevitch, qui ne voulait plus entendre parler. Avec Yankelevitch. Oui. Oui. Alors, voilà, si vous pouviez nous donner une toute petite avancée là-dessus. Je sais, Yankelevitch voulait n'y avoir aucun rapport avec les Allemands. Ouais. Je sais, mais j'ai connu Yankelevitch, je l'aimais beaucoup. Oui, c'est plus compliqué parce que là où j'étais, mes amis s'appelaient Michel Tournier, Deleuze, etc. Et puis l'Allemagne demeurait étrangement pour nous la patrie de la philosophie, malgré tout ce qui s'était passé. Et en même temps, les 2 années que j'ai passées en Allemagne à ce moment-là ont été très importantes pour moi et je pense décisives pour la suite. Je veux dire, mais je raconte tout ça dans le livre, en détail. Mais ne soyez pas... Vous avez l'air de m'en vouloir beaucoup parce que j'ai été en Allemagne. Donc, j'ai toujours dit que c'était pour moi-même une énigme et que je n'ai pas véritablement la réponse à ça. Mais et j'étais étrangement, j'étais complètement délié de l'histoire, déconnecté de l'histoire. Je peux dire quand même, ça se voit dans ce livre, que j'ai rencontré l'histoire au cours de ma vie à plusieurs reprises, du moins j'étais dedans. Et en 1948, au lieu d'être en Israël, la création de l'État, j'étais lecteur à l'université de Berlin. Voilà. Et je faisais à mes étudiants à leur prière, aux étudiants allemands, des séminaires
sur l'antisémitisme. Ça m'a été interdit par le gouverneur militaire français à Berlin, le général Ganval. Bon, mais ça c'est... On arrête. Oui, c'est moi qui poserai la dernière question. Ah, La dernière. Bernard-Henri Lévy a écrit un très bel article dans Le Point sur le lièvre de Patagonie. J'en cite un bref passage. Il dit « C'est tout le livre qu'il faudrait citer. Temps, scène, croquis, exercice de résurrection, réflexion sur le temps, émotion, coup de foudre, moment de solitude et de fraternité, récit de voyage dans les abîmes du mal, anecdote qui semble emporter dans un même tourbillon. » Mais plus loin, il ajoute ceci avec lequel je suis en profond désaccord. Le vrai héros de Claude Lanzmann, c'est Claude Lanzmann. Et moi, je songe à une autre phrase, la tienne, où tu dis « Je suis orgueilleux et humble, ni vaniteux, ni modeste ». Alors, c'est toi qui vas trancher. Qui est le véritable héros du lièvre de Patagonie? Y en a-t-il un, plusieurs, aucun? Oh là là. C'est toi tu vas nous dire ça. Qui est le héros du lièvre de Patagonie? Qu'est-ce qu'il dit, Bernard-Henri Lévy? Le vrai héros de Lanzmann, c'est Lanzmann. Là, tu joues un peu parce que je sais que tu as lu son papier. Oui, je l'ai lu. Oui. Le vrai héros de Lanzmann, c'est Lanzmann. Je sais pas. Moi, j'ai envie de répondre que le vrai héros de mon livre, c'est la littérature. Merci Claude. Et tous ceux qui veulent venir se faire dédicacer le livre de Claude, c'est à cette table et c'est maintenant. Merci à tous.